Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup Éric Zemmour d'avoir pris ce soir le risque de venir devant cette salle. Un risque majeur. Et je vais commencer peut-être par une petite question d'actualité avant de parler de notre interview. C'est sur cette histoire de remigration. Moi aussi. Parce que vous parlez depuis le début de la campagne de toutes les mesures contre l'immigration que vous souhaitez prendre. Vous êtes c'est un peu le mantra de votre campagne, puisque je dis mantra, pas obsession. Comme ça, je suis pas dans la psychologisation. Et en fait, vous venez de les résumer. C'est le sentiment que j'ai eu dans un emballage, disons, qui s'appelle la remigration. Pourquoi maintenant et pourquoi ce terme? Si vous voulez, effectivement, vous avez raison. C'est un peu le résumé de toutes les mesures qu'on a prises. Qu'est-ce que c'est que la remigration? C'est le renvoi des gens dont on ne veut plus. C'est pas... vous savez, on pourrait prendre une image personnelle. Imaginez, je viens... Alors, vous savez que les mêmes ont déjà fait le coup en 2019 pour la même soirée des Européennes organisée par Valeurs Actuelles. Donc en fait, c'est un rituel. Ça nous aurait manqué si elle n'était pas venue. Donc, je disais, mon cher Geoffroy, imaginez... on vient chez vous, je viens chez vous, vous m'invitez, vous me nourrissez, vous me logez, vous me donnez, vous m'aidez à m'habiller, etc. Et puis soudain, je trouve que votre mobilier est moche, je le saccage, je vous impose d'en acheter un autre, puis j'agresse votre femme, vos enfants, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez dehors. C'est tout ce qu'on fera. Et voilà, on renverra les clandestins, on renverra les délinquants étrangers, on renverra les criminels étrangers, on renverra les 4000 fichiers S soupçonnés de terrorisme, de djihadisme, etc. Ça me paraît le bon sens près de chez vous. On a 80 000 étrangers condamnés tous les ans qui ne sont pas, qui ne sont pas expulsés. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas ce qu'ils font là. On a, je crois, 25 000 prisonniers étrangers 25%. Dans les prisons françaises. On doit les renvoyer. Donc c'est en gros la centralisation des moyens de l'État dédiés au respect de la loi, en fait? Exactement. D'accord. C'est le ministère du respect de la loi, d'une loi qu'on ne fait plus respecter depuis 40 ans. D'accord, ok. Alors merci pour cette précision d'actualité. En préparant cette soirée, on a discuté avec tous les intervenants qui sont passés ce soir et qui continueront à passer, en leur demandant un peu de quoi ils voulaient parler. Et en préparant cet entretien avec votre équipe, on nous a suggéré d'avoir un entretien un peu plus intimiste. Alors moi, j'étais le premier surpris, parce que je sais... Ils m'ont pas demandé mon avis, non, mais ça s'est fait dans votre dos, évidemment. Un entretien plus intimiste, parce que je sais que vous avez longtemps rechigné en fait, à cet exercice, à parler de vous, à parler de ce que vous... C'était la psychologisation, c'était à jeter. Et aujourd'hui, on y vient. Alors, la première question que je voulais vous poser, on est peut-être 6 mois après le début de votre campagne, pré-campagne. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez ressenti en rencontrant des gens, en quittant votre statut d'éditorialiste parisien, en fait? En plus, vous êtes issu de la région Île-de-France, donc vous n'êtes pas spécialement un provincial comme Chirac, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu de la rencontre avec des Français? Et je précise que je vous pose la question en bien, c'est-à-dire quand ils vous disent sauvez-nous, etc., vous l'avez déjà expliqué, et en mal aussi. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a un peu troublé, les reproches qu'on vous a pu vous faire, etc. Alors, vous me taquinez sur
le personnel, etc. Vous avez raison, il y a quelque chose, j'ai toujours refusé cela parce que d'abord, je suis quelqu'un de plutôt pudique et que je pense que le débat public avait souffert, comme vous l'avez dit, comme je l'avais expliqué, de la psychologisation excessive. Maintenant, il y a une limite à cela, c'est que le président de la République, c'est une personne, on élit une personne. Et donc, effectivement, ces traits de caractère, même si mais ces traits de caractère sont importants. Et on va en parler, j'imagine, mais je pense que les traits de caractère de chacun des candidats sont importants et d'ailleurs se sont révélés dans cette campagne. Parce qu'on n'a pas eu une vraie campagne, on a beaucoup de gens qui essaient de faire de l'image et finalement ils se révèlent davantage qu'ils ne le croient. Mais passons. Donc, pour répondre à votre question, j'ai effectivement, vous avez raison, je suis un enfant de la banlieue, j'ai grandi à Paris. Je nuancerai simplement votre propos en disant que j'ai appris à connaître le reste de la France, toute la France, en dehors de la région parisienne et de Paris, comme journaliste politique. J'ai beaucoup sillonné la France avant et j'observais, je restais. En plus, je parle pour les plus jeunes, à l'époque, les journaux avaient plus d'argent, donc on avait le temps de rester un peu plus de jours au cours des reportages, etc. On n'était pas ramené à la rédaction le jour même. Mais bon. Donc, je sillonne la France depuis septembre. Et effectivement, j'ai déjà raconté tous ces gens qui m'agrippent, qui m'accrochent, qui me disent « sauvez-nous, vous êtes notre dernière chance », etc. Bon. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui restera de ma campagne et de tout ce que j'ai vu, parce que c'était tellement poignant et tellement vrai que c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je suis devant vous ce soir et que je suis candidat. Je me suis senti responsable de ces gens. Ces gens m'avaient, désigné comme le responsable pour être leur chevalier, pour les défendre. Et je ne pouvais pas me défiler. Voilà. Mais sinon, je pourrais vous raconter de nombreuses rencontres, de nombreuses histoires. J'ai en tête, spontanément comme ça, à Saulieu, ce policier, vous savez, qui avait eu une histoire horrible, qui avait voulu défendre une jeune fille qui avait été quasiment mise à mort par une trentaine de racailles qu'il avait laissée pour mort et qui avait reçu une médaille pour son comportement authentiquement héroïque et qui me les a apportées en me disant « c'est vous qui les méritez ». J'avoue que j'étais vraiment terriblement ému par ce monsieur, par son geste. J'ai voulu vraiment lui dire « non, non, gardez-les, je ne me sentais pas digne ». Et au bout de quelques minutes, j'ai compris que je l'aurais vexé. Et donc, j'ai accepté de les conserver. Je pourrais vous donner un autre exemple. Ce jeune homme de Grenoble, qui a à peu près 25 ans, et qui me raconte que depuis son enfance, depuis son adolescence, toute sa vie, c'est éviter ou ne pas éviter les bandes de racailles qui vont lui casser la figure et qui vont l'envoyer à l'hôpital. Pour rien, pour le plaisir de taper un bolos, comme ils disent. Je pense que vraiment, si vous voulez, ce jeune homme m'a sidéré. Je me suis rendu compte d'ailleurs à quel point on était protégés dans les quelques quartiers parisiens qui nous servent de lieux de prédilection. Il y a, vous savez, tous ces gens, je vais vous dire, des gens qui viennent me voir et qui me disent « bon, si j'avais prévu de quitter la France, mais si vous êtes élu, je reste ». Ou alors des gens que j'ai rencontrés à Londres ou à Genève qui me disent l'inverse. J'ai quitté la France, si vous êtes élu, je rentre. Alors... Non mais j'ai compris. C'est pour vous dire que cette question de l'immigration, de l'identité, hante notre peuple et hante les Français. Et évidemment, on va vous dire, les Français sont soucieux de leur pouvoir d'achat. Oui, effectivement, de l'inflation, de la crise, etc. Oui, tout ça. Mais on peut très bien être soucieux de la fin du mois sans se désintéresser de la fin de la France. Au contraire.
Alors, j'en ai quelques-unes des questions à vous poser sur ces sujets un peu intimes. Je vais pousser un peu plus loin le curseur encore. Je vous ai entendu expliquer 1000 fois que quand vous étiez enfant, votre mère, je crois, vous disait que la religion, c'est à la maison et qu'à l'extérieur, on ne doit pas la montrer. J'ai envie de vous demander ce qui se passe donc à la maison. C'est-à-dire, en fait, avez-vous la foi? Est-ce que vous croyez en Dieu et pratiquez-vous votre religion? Et en fait, je vais même une deuxième question. J'ai été frappé en suivant votre campagne par deux choses. La vidéo que vous avez publiée à Noël, vous avez parlé des racines chrétiennes de la France, etc., mais qui était un peu habitée. Et autre chose aussi, votre discours au Mont-Saint-Michel, vous avez évoqué l'idée que vous meniez un combat, c'est-à-dire, jusqu'à présent, le Éric Zemmour écrivain parlait des racines chrétiennes de la France, pour aller vite. Et maintenant, le Éric Zemmour politique parle d'un combat spirituel. Ça m'a énormément troublé. Et donc, c'est pour ça que je vous pose ces deux questions. Écoutez, j'ai été élevé dans une famille très croyante et très pieuse. C'est, si vous voulez, il faut que je vous explique, parce que ça non plus, j'aime pas trop en parler, parce que j'estime justement que la religion, c'est du domaine du privé. Mais il faut que vous compreniez que dans ma famille, tous les gens, mon père, ma mère, mes grands-parents, en particulier mes grands-pères, étaient très religieux, très pratiquants, très pieux, très croyants. Ça nourrit mon univers affectif, mental. On allait régulièrement à la synagogue avec mon père, on faisait toutes les grandes fêtes juives à la maison, ma mère pouvait les préparer pendant plusieurs jours. Je me retrouvais d'ailleurs quand j'étais enfant avec toute la fratrie. Et vous savez, les fratries des Pieds Noirs d'Algérie, mon grand-père avait 9 enfants, c'est vous dire que quand on se retrouvait tous à table, il y avait une trentaine ou une quarantaine de personnes, ça faisait du bronde. Ma grand-mère était capable de préparer comme ça pendant des jours, et il y avait les prières, il y avait la fête familiale. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. Je suis nourri de cela. Je ne peux pas, si vous voulez, m'extraire de ça. Et d'ailleurs, j'ai continué avec mes enfants. Ça me paraissait normal, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, inéluctable, voilà. Vous savez, comme tout adolescent, on se révolte contre son milieu, surtout que moi, j'explique toujours que je suis un adolescent des années 70. C'est pas rien, c'est-à-dire c'est une époque de révolte, de rébellion contre toutes les hiérarchies, les valeurs, les religions, etc. Mais au-delà du Éric Zemmour chevelon et en révolte contre son père comme un bon adolescent proustien, évidemment que je suis imprégné de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous me dites, est-ce que je crois en Dieu? Disons que j'ai l'impression de croire en Dieu de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un, je ne sais pas comment vous dire, c'est un sentiment... Vous savez, je me souviens de Mitterrand nous avait tous frappés en 95 quand il avait dit « Je crois en force de l'esprit et je vous regarderai de là-haut ». Et à l'époque, j'avais pris ça à la rigolade. Et plus je vieillis, plus je le comprends. Quand vous savez, j'étais à mon meeting de Villepinte, il y avait ce moment incroyable avant, où j'ai attendu quelques minutes avant mon entrée. Et il y avait 14 000, 15 000 personnes, peu importe. Et il y avait surtout 400 journalistes devant moi qui m'attendaient. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pensé à mes parents et que je me suis dit, bon, ils me regardent, il ne faut pas que je les déçoive. Et il y a de plus... Vous savez, c'est un sentiment qui nous ramène sans doute à l'enfance, hein, tout bêtement. Et moi, j'ai ce lien comme ça avec Dieu, avec la religion, avec la foi. C'est quelque chose, comment vous dire? Il y a le Éric Zemmour rationnel, et il y a le Éric Zemmour qui n'est pas rationnel. C'est-à-dire, c'est pas, ils sont pas séparés. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je débat avec quelqu'un, moi, j'ai l'habitude de faire appel à la rationalité, à l'intelligence. J'essaye de débattre le mieux possible. Je pense que les autres seront aussi loyaux que moi. J'ai tort pour la personne qui m'a précédé. Mais bon, mais sinon, il y a aussi quelque chose de plus personnel, de plus intime,
qui fait que, par exemple, moi, vous savez, quand je vais à la synagogue avec maintenant mon frère, ça m'éveille évidemment quelque chose. J'aime la liturgie, j'aime les chants, j'aime cette ambiance, vous voyez, qui n'est pas vraiment de l'ordre du rationnel, qui est de l'ordre de l'intemporel et du sentimental presque, j'allais dire, vous voyez, et de quelque chose qui sort d'ailleurs. Bon. Et pareil alors ma relation au christianisme est un peu différente. C'est-à-dire que je n'ai pas été baigné dans le christianisme. Vous voyez, c'est pas mon enfance, ce n'est pas mes parents, c'est pas ma famille, voilà. Donc c'est pas mon histoire. Mais en revanche, je suis rentré, j'allais dire, dans le christianisme par la France. C'est-à-dire que, en fait, quand ouais, en fait, comprenez-moi. Moi, vous savez, je suis un lecteur assidu. Et quand, à 14 ans, je lis les pensées de Pascal, que ça m'émeut aux larmes, je me dis, bon, ben, c'est le christianisme. Vous comprenez, c'est par la langue française, qui amène à cette pensée chrétienne. Et du coup, je me sens en symbiose. Je crois que c'est Houellebecq qui dit ça, qui a compris ça. Il a compris que j'étais ce juif et en même temps dans le christianisme. C'est quelque chose en vérité de français. Quand vous lisez Bergson, quand vous lisez... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose que... Parce que la France est un pays qui imprègne tellement les gens de sa culture, et sa culture est tellement imprégnée de christianisme, que forcément, à la fin du match, on est imprégné par le christianisme. Vous voyez, c'est logique. Ouais. Donc, et le christianisme a tellement imprégné la France, c'est-à-dire sa littérature, mais aussi sa musique, mais aussi ses paysages, mais aussi son architecture. Donc évidemment, quand on est partout dans le monde chrétien, quand on se veut français. Ce que j'essaye d'expliquer, ce n'est pas compris. Vous savez, quand je dis les autres religions doivent se christianiser, je ne veux pas dire que les gens doivent se convertir, c'est stupide. Mais bon, je sais qu'on me fait des procès stupides, il faut que j'en prenne mon parti. On va y venir. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Je veux dire que comme la religion chrétienne a été une rupture phénoménale à l'aune de l'humanité, c'est-à-dire en gros, avant, toutes les religions ne sont que des règles sociales. Et le christianisme impose et invente, entre guillemets, le phénomène intériorisé, c'est-à-dire la foi, ce qu'on va appeler la foi. Auparavant, tout le monde s'en moque. Il faut bien comprendre ça. Donc, évidemment, quand on rentre dans cet univers-là, eh ben, on est obligé de se christianiser un petit peu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se convertit, ça ne veut pas dire qu'on se renie, ça ne veut pas dire tout ça. Mais forcément, on est imprégné par cela. Voilà. C'est très clair. Alors, j'ai une dernière question. On va déborder un tout petit peu du temps de parole parce qu'on a eu l'intrusion de notre ami Femen. Je voulais vous poser une question sur votre caractère. En réalité, vous avez dit on vous fait des procès absurdes. Moi, j'ai connu le Éric Zemmour, éditorialiste, écrivain, etc., qui a passé régulièrement à la moulinette médiatique. Et à l'époque, votre ligne, c'était, vous m'aviez dit à moi d'ailleurs, à l'occasion de l'affaire Obono, qui s'excuse s'accuse, il faut tenir bon. Et vous étiez sur cette ligne-là pendant des années et des années. Vous avez vécu des polémiques dans cette campagne, notamment je pense à celle sur les enfants handicapés ou alors sur les réfugiés ukrainiens, où en fait vous n'avez pas été exactement cet Éric Zemmour-là, parce que vous avez tout de suite essayé de faire ce que vous ne faisiez pas spécialement avant, de la pédagogie, s'expliquer, convaincre. Est-ce que vous avez changé à ce niveau-là? Est-ce que vous n'êtes plus exactement le même qu'il y a 6 mois? Et est-ce que vous avez perçu, si vous voulez, que en fait la force de l'éditorialiste, alors vos soutiens diront sincérité, les autres diront radicalité, c'est pas un gros mot dans ma bouche, ou brutalité, certains qui vous détestent vraiment, est-ce que cette force-là n'est pas en politique en fait une faiblesse? Je ne crois pas. Je pense que ma force en politique est toujours et sera toujours la sincérité. Je pense que je dis ce que je pense. J'ai affaire à des gens qui ont menti pendant 30 ans, qui continuent à mentir, à dire blanc et noir dans la même semaine. Bon, je ne jouerai pas ce jeu-là. Maintenant, je veux être complètement honnête avec vous, vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que
j'ai depuis 20 ans mené des combats politiques, idéologiques, et vous avez raison, je vous disais, il ne faut jamais s'excuser, il ne faut tenir, mais j'avais le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a 10 ans, j'ai été condamné pour ma fameuse phrase la plupart des délinquants sont arabes et noirs. Aujourd'hui, toute la France est d'accord avec moi. Donc 10 ans après moi, toute la France. Mais je n'ai pas 10 ans. Donc effectivement, quand on exploite une phrase lapidaire sur les enfants handicapés ou sur les réfugiés ukrainiens, je n'ai pas 10 ans pour attendre que les gens me donnent raison. J'ai que quelques jours. Donc je fais en accéléré tout le travail, c'est-à-dire que j'explique, et d'ailleurs ça marche. C'est-à-dire que pour les enfants handicapés, j'ai reçu des milliers de mails ou de lettres me disant « j'ai compris, vous avez raison, c'est exactement ce que je pensais, il faut pour les enfants handicapés qui ne peuvent pas suivre dans des écoles ordinaires, les envoyer en école spécialisée parce que c'est mieux pour eux. » Vous voyez, pareil pour les réfugiés ukrainiens. Mais c'est vrai que j'ai une seule différence avec ma situation d'éditorialiste ou d'écrivain, c'est que je n'ai pas le temps. Voilà. La campagne s'achève là en avril. Donc il faut que j'explique encore, parce qu'en plus j'ai des adversaires qui passent leur temps à mentir sur moi, à sortir n'importe quoi, sans aucun scrupule. Donc il faut que je fasse le contrepoids et que je me batte avec les armes qui me sont données. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Éric Zemmour. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous.